Alors, quels sont les événements qui vont rythmer la vie des marchés d'ici la fin de l'année? C'est intéressant de se projeter un petit peu. On en parle avec vous, Wilfried Galland. Bonjour Wilfried. Bonjour. Bon, déjà c'est intéressant, on s'est parlé un petit peu avant l'émission, je vous ai posé la question, il m'avait dit il y a les trois récessions. Il faut Ouais, regarder les trois récessions. ouais. C'est qu'on l'a un petit peu rapidement évoqué, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais c'est vrai que, est-ce qu'on va pas un peu vite? On n'en est pas là pour le moment aujourd'hui. Il y a des récessions nulle part, je veux dire. En fait, Sauf aux États-Unis, on a eu deux baisses de l'activité sur 2 trimestres, mais en même temps, ce n'était pas dans l'intérieur, c'était les exportations et les stocks qui ont pollué un en peu instantané, c'est vrai. En instantané, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est pas vrai en Chine. On parle de trois récessions parce qu'on parle de la récession américaine, Ouais, de c'est la ça, pardon. récession européenne et de la Chinoise. récession chinoise. Américaine via les taux, européenne via l'énergie et chinoise via le Covid. La récession chinoise, en fait, elle est déjà là. Elle n'est pas là dans les chiffres officiels parce que les chiffres officiels sont calculés d'une année à l'autre. Mais quand on compare la production en Chine du deuxième trimestre avec la production en Chine du premier trimestre, elle est en baisse de 2,7%. Alors, c'est un seul trimestre, mais quand on a une production en baisse, on est déjà de facto en récession. Bon. Et le problème de la Chine, on le sait, c'est effectivement cette stratégie zéro Covid et le fait que... C'est un tiers qui me disait hier, je ne sais plus, Nicolas Bouzou, qu'un tiers du PIB chinois aujourd'hui est à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est 35%, effectivement. Enfin, disons qu'il y a 35%, l'équivalent de 35% du PIB qui est sous contrainte. Pas nécessairement à l'arrêt, mais sous contrainte. Ce qui veut dire qu'effectivement, avant le 20e congrès du Parti communiste qui aura lieu le 16 octobre, il ne se passera probablement rien parce que revenir sur le zéro Covid, ce serait pour Xi Jinping et donc pour l'administration, ce serait perdre la face, totalement impossible. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'après le 16 octobre, donc on parlait des événements à suivre, c'est effectivement une date importante d'ici la fin de l'année, parce qu'après le 16 octobre, on va avoir progressivement une évolution. Certains disent qu'il faudrait attendre le 23 mars. Alors pourquoi le 23 mars? C'est parce que, en fait, le 23 mars, les 2023, les changements qui sont décidés lors du 20e congrès seront effectivement en place dans l'administration chinoise. Ça met quelques mois pour... et donc, ce qui veut dire que les personnels qui décident seront effectivement réellement en place au 23 mars. Et donc, certains disent qu'il faudrait attendre mars 2023 pour avoir une évolution du zéro Covid. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mon scénario, c'est que probablement, à partir de mi-octobre, on ait effectivement une évolution. On parle sémantiquement de flexible zéro. Ça veut dire qu'on abandonne un peu le zéro Covid. Ce serait quand même une très bonne nouvelle parce que ça pèse sur les chaînes de valeur. Ça, c'est le premier axe d'analyse géographique sur la première des récessions qui est dans la tête des marchés, puisqu'on parle marché, pour évaluer la capacité à rebondir de ces fameux marchés d'ici la fin de l'année. La deuxième, c'est effectivement ce qu'on a aux États-Unis. On va terminer par l'Europe, parce que l'Europe, c'est ce qui nous concerne de la façon. Comment la Fed va pouvoir gérer l'atterrissage de l'économie? Exactement. Pour l'instant, c'est un peu ce qui inquiète le moins, parce que l'atterrissage en douceur, il est encore largement possible dans les chiffres. Quand on regarde, on les voit d'ailleurs. Exactement. Quand on regarde les indicateurs avancés, et y compris les indicateurs avancés sur la partie inflationniste. Lorsque Jérôme Powell a été interrogé lors d'une de ses conférences de presse sur qu'est-ce qu'il regardait comme indicateur, parce qu'à un moment donné, il nous a dit, comme tous les banquiers centraux, je suis désolé, mes modèles ne fonctionnent plus. Bon, alors évidemment, il y a quand même un petit blanc dans la salle, en disant, ok, mais vous ne prenez quand même pas des décisions totalement jugées. Donc qu'est-ce que vous regardez comme indicateur? À part évidemment les indicateurs d'inflation qu'on connaît, PCE, PCI aux États-Unis. Il dit, j'en regarde deux essentiellement, qui sont l'indicateur du Michigan. Donc c'est l'Université du Michigan qui interroge un panel qui est très considéré comme étant représentatif en termes de perspectives économiques et en termes de perspectives d'inflation. Et là, l'inflation qui est intégrée dans l'Université du Michigan, c'est l'inflation à 1-3 ans et l'inflation à 10 ans, est plutôt en baisse. Donc on est véritablement... Alors sur l'inflation à moyen terme, on est plutôt en train de baisser vers les 2,8-2,7%, alors qu'on était largement au-delà de 3% en anticipation. Donc c'est plutôt bon signe. Et la deuxième chose qu'il regarde, c'est effectivement les indicateurs dits corps PCE. Il y a les indicateurs PCI, les indicateurs PCE et les indicateurs du Michigan. Donc, et tout ceci, quand on regarde effectivement à l'intérieur, on voit que c'est en train de baisser. L'ISM aussi, il n'a pas mentionné l'ISM, mais l'ISM manufacturier est en train aussi, en termes de prix payé, est en train d'être toujours inférieur aux attentes. Ça fait 3 mois qu'il est inférieur aux attentes. Donc aux États-Unis, c'est plutôt de bonne augure. On ralentit,
mais on ralentit de façon plutôt ordonnée et on sait qu'on a moins de problèmes énergétiques en Europe. Et la troisième récession, c'est la récession européenne et ça, c'est le point noir. Ça, c'est l'énergie, quoi. Ça, c'est le point noir. Une étude a été faite il y a quelques jours par Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs a eu l'habitude de se tromper assez régulièrement dans ses prévisions, mais dans les modèles économiques, c'est assez robuste quand même. Et donc, cette étude voulait savoir combien il fallait dépenser en plus pour les Européens en fonction du scénario des prix énergétiques. Donc, ils ont développé 5 scénarios, classiquement, du plus extrême au plus soft. Et le scénario moyen, c'était à peu près 550 € du mégawattheure pour l'électricité et 250 € du mégawattheure, l'équivalent du mégawattheure pour le gaz. C'est à peu près les prix qu'on a spot aujourd'hui, à peu près. On se retrouve avec quasiment 2500 milliards d'euros supplémentaires à payer pour l'Union européenne, 2500 milliards, soit un peu plus de 15% du PIB européen. C'est violent. Par rapport à 2021. Soit à peu près 2 fois ce qu'on a dépensé pendant la pandémie. Pour qu'on ait Ce qui veut dire que, puisqu'on parle souvent de banque centrale, si la Banque centrale européenne ne relance pas un programme d'achat d'actifs pour faire face... Qui n'est pas prévu. Pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. C'est même pas vraiment à l'ordre du jour. Pas vraiment à l'ordre du jour. Mais la pression va être absolument considérable sur les autorités monétaires pour faire en sorte que le financement de cette facture énergétique puisse être possible. Sinon, c'est pas le sujet du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la perspective de la Banque centrale parce qu'elle est concentrée sur l'inflation. Oui. Mais lorsqu'on voit la récession qui arrive très vite et le poids énergétique, il faut voir aussi que le système énergétique européen fonctionne avec un système qui est assez complexe. Il y a des marchands d'énergie qui ont des systèmes de collatéraux quand ils prennent des contrats énergétiques à horizon 1 an, 6 mois pour effectivement se couvrir en cas d'évolution inverse à leurs attentes des prix d'énergie. La société Equinor, qui est un grand énergéticien norvégien, a publié hier le chiffre que je trouve absolument affolant, qu'au total, les énergéticiens européens ont besoin de 1500 milliards d'euros de collatéraux, 1500 milliards d'euros de collatéraux, soit donc à peu près 8% du PIB européen, pour faire face à leurs engagements. Donc ils disent soit les États apportent leurs garanties, soit vous allez avoir potentiellement des faillites en série et donc un effondrement du système énergétique européen. C'est pour ça qu'on parlait des dates à suivre. On a parlé évidemment du 16 octobre chinois, on peut parler du 21 septembre pour la Fed. Le 14 septembre, là, c'est la semaine prochaine, c'est le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen qui va détailler un certain nombre de choses, en particulier sur le système énergétique européen. Il va être très important de suivre ce discours et la suite sur comment stabiliser le système énergétique européen à court, moyen et aussi long terme. Dans les choses à regarder, avant de se quitter, Wilfried, il y a évidemment la saison des résultats aussi au mois d'octobre pour voir encore une fois si les revenus et les bénéfices tiennent la route. Oui, exactement. Et le choc. Et le sujet pour moi, je suis souvent interrogé par des gens qui disent mais comment choisir, comment faire son choix dans toutes les valeurs qui existent. Alors moi je ne m'engage jamais sur des valeurs, mais il y a un thème qui est très couramment déployé, qui est le terme de la qualité. Effectivement, la qualité des résultats et surtout la qualité du bilan, la solidité du bilan, la capacité à résister. Moi, il y a un élément que je vais regarder très précisément pour justement évaluer comment est-ce que les résultats peuvent résister, c'est la résistance de la production. Parce que ce dont on parle aujourd'hui dans ce maelstrom économique qu'on vit aujourd'hui, c'est la fragilité des chaînes de production. On a parlé au moment de Lehman Brothers de la fragilité du système financier et de la liquidité du système qui était plus garantie, qui était plus instantanée et qu'il fallait rebâtir autour d'un certain nombre de normes, de réglementations, de nœuds régionaux. On a la même chose qui est en train de se faire pour les circuits de production, à la fois l'approvisionnement énergétique, l'approvisionnement en termes de composants, l'approvisionnement en termes d'assemblage en provenance de Chine. Et le monde se divise dans 2 catégories dans les entreprises, ceux qui n'ont pas de problème de production et qui peuvent avoir un problème de vente. Alors effectivement, il y a des zones plus ou moins en croissance, en décroissance, mais ça, c'est la vie quotidienne des entreprises. C'est arriver à s'adapter, se rebasculer de zone à zone. Le véritable problème, c'est quand vous n'arrivez pas à produire. Et là, il va falloir faire très très attention aux industries et aux sociétés qui ont des incertitudes en termes de production, car là, on n'est même plus sur la résistance
des earnings, on est véritablement sur la résilience de leur modèle économique. Donc ça sera à partir du mois d'octobre. Exactement. Publication. Voilà, pas mal de choses à suivre d'ici la fin de l'année. C'est passionnant, mais parfois un petit peu effrayant, je vous l'accorde. Bon, CAC 40 à plus ou moins de 6000 points d'ici Noël? Je pense qu'on va passer probablement en dessous de 6000, mais pour la fin de l'année, je suis optimiste. Je pense qu'on pourrait avoir, en décembre en tout cas, on va préparer correctement l'année 2023. On aura un peu plus de visibilité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en décembre, on aura plus de visibilité, c'est basique, hein, mais sur la météo européenne, sur les températures l'hiver, savoir si on est capable de passer ou pas l'hiver et dans quelles conditions. Et cette grosse incertitude énergétique, au moins pour quelques mois, pour les marchés, sera partiellement levée. Donc je pense que le mois de décembre sera positif. Donc on finira l'année au-dessus de 6000 points. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Wilfried Galland pour Montpensier Finance. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bye, au revoir.